Bonjour à tous, à nouveau pour une petite capsule vidéo au siège de l'Inagora à la Défense pour 15 jours encore. Alors j'ai réussi à extirper nos deux fondateurs de leur to-do entre un plan de recrutement extrêmement dense et puis ce déménagement pour faire un petit peu le point, le débrief, comme toutes les émissions de talk qui se respectent de ce fameux événement Open Source Experience qui avait lieu la semaine dernière, jour pour jour. Alors Alexandre, on commence ensemble. C'était pour l'Inagora et toutes ces équipes mobilisées le retour du présentiel, du physique. Oui, on l'avait dit, Fred. Je crois que l'enjeu pour nous, c'était de se reconnecter avec les communautés du logiciel libre, avec nos clients, nos partenaires. Et je crois que pour le coup, la mission est totalement remplie. On a passé un formidable open source expérience. L'énergie qu'on avait à la fin de la première journée et encore plus en fin de seconde journée, je crois que c'est ça qui restera de cette édition. Je tiens d'ailleurs à souligner la qualité du programme. Jean-Luc, Philippe, vous avez fait un boulot remarquable avec l'ensemble des vice-présidents. Il ne faut pas que j'oublie Gaël. Et moi, j'ai trouvé que les conférences étaient vraiment de très haut niveau, avec des intervenants vraiment de qualité, dans un genre un peu renouvelé. On a entendu des gens qui n'étaient pas là les années précédentes. Et notamment, moi, j'ai assisté à cette conférence avec des représentants de la Commission européenne, avec notamment l'OSPO de la Commission européenne. C'était passionnant. Mon cher Jean-Luc, mon cher Philippe, mon cher Gaël et chers organisateurs de l'Open Source Experience, si vous souhaitez à l'avenir qu'on s'engage davantage sur la partie organisation, programme, etc., ça sera, je suis convaincu, bien volontiers que Michel, moi-même, Raoul Delpech, un certain nombre de gars de l'Inagora pourront s'impliquer et faire en sorte que cet événement continue à avoir du succès et peut-être même gagne encore en ampleur. Merci Alexandre, l'appel est lancé. Alors Michel, c'est toujours difficile de retenir quelques moments et d'isoler quelques moments. Qu'est-ce qu'on pourrait circonscrire en termes de takeaway pour nos amis sur ces 2 jours d'Open Source Experience? Au-delà de la richesse en fait des échanges, je reste vraiment surpris et extraordinairement motivé quand je vois la diversité des acteurs français et européens. Et ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que l'alternative et la troisième voie numérique, elle est possible. Et moi, quand j'ai fait le tour des stands, j'ai vu l'ensemble des technologies qui nous permettent de construire l'alternative crédible, industrielle, ouverte et éthique aux solutions en fait des GAFAM. Je suis très content de voir de nouvelles têtes, avec des nouvelles approches, des gens plein de fraîcheur, qui amènent en fait une nouvelle façon de faire aussi de l'open source, de l'aborder, donc ça c'est vraiment intéressant pour nous. Et après sur les sujets plus techno, parce que c'est là où je pense que tu m'attends, cloud hybride, avec un Barry Sant qui revient sur des infrastructures colocalisées, donc c'est-à-dire que le mode du tout cloud en fait public, il a peut-être fait son temps. Et en tout cas, moi, j'ai rencontré des acteurs qui se posent la question de faire un peu plus du on-premise, donc pour tout un tas de raisons. Et notamment un aspect coût. Et il y a beaucoup de littérature aujourd'hui sur Internet qui apparaît sur le thème quand je lance ma start-up, j'ai besoin en fait de l'élasticité du cloud et par ailleurs, comme j'ai peu d'utilisateurs, j'ai des coûts qui restent modestes. Mais par contre, quand je commence à être en rythme de croisière, mon coût de mon infrastructure devient juste exorbitant. Donc, premier élément, le cloud hybride. Sur le cloud hybride. Ensuite, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et à la gestion de la data, donc ça rejoint un peu le sujet précédent. Et là aussi, moi j'ai vu des nouvelles approches, des acteurs en fait qui arrivent avec des technos hyper intéressantes et qui vont toujours dans cette optique de construction d'une voie d'autonomie. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui pour nos clients. Aussi, moi j'ai vu les marques d'intérêt par rapport à Linto, par rapport à ce qu'on fait sur la voie. Donc ça vient là aussi matérialiser qu'on a eu raison il y a 5 ans d'investir sur ce domaine-là. Et on le sait bien, tout ce qu'on fait autour du traitement automatique du langage, c'est nécessaire pour tout le monde en fait de la robotique. Donc ça voilà, donc tout ce qui est l'IA et la data. Et puis moi, un sujet de prédilection qui est la sécurité, de s'assurer qu'on a bien la maîtrise sur ce qu'on fait. J'ai vu aussi des choses intéressantes dans le domaine du Zero Trust. C'est un domaine moi qui m'intéresse, puisqu'on voit qu'y compris
le DoD, donc le Department of Defense en fait américain, se pose des questions aussi par rapport à ses relations stratégiques que lui-même a développées avec un certain nombre d'acteurs. Merci Michel. Alexandre, on finit ensemble. Si je recontextualise un petit peu l'actualité récente, on a les big tech qui sont un peu sous la tourmente avec des programmes de downsizing en français dans le texte, donc de réduction de l'emploi pour la première fois pour des sociétés comme ça. Il y avait Facebook, Twitter. Amazon. Également, oui, Amazon. Matin, oui. On a eu aussi la semaine dernière l'annonce qu'OVH Cloud arrêtait son partenariat avec Google. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. La donne est en train de changer, non ? Ah, tu as raison, Fred. Il est en train de se passer quelque chose d'assez important sur le marché. Le mythe de la croissance absolue des géants de la tech, ce mythe-là est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles il y avait une valorisation extrême de ces acteurs était liée à cette croyance que, dans le fond, ils allaient perpétuellement croître. Ils sont aujourd'hui confrontés, comme d'autres industries au préalable, à des licenciements. Et quand ils licencient, ils n'y vont pas par le petit dos de la cuillère, ils y vont massivement, en respectant finalement assez peu les employés qui ont cru en fait dans ces entreprises. On est assez loin de l'entreprise à mission telle que nous on la conçoit avec Michel et avec l'ensemble des collaborateurs de l'Inagora. Et donc l'idée qu'il faille inventer peut-être aujourd'hui encore plus que jamais une tech alternative, une tech éthique basée sur l'open source, sur le co-développement, la co-innovation, cette idée que finalement il y a une place à trouver pour ce que nous on appelle la good tech me paraît encore plus pertinent aujourd'hui à l'aune de ce qui est en train de se passer sur ce marché des big tech. Il faut aussi quand même prendre quelques pas de recul et puis se rendre compte que ces géants sont toujours là, ils sont toujours extrêmement puissants et ils sont notamment puissants d'un point de vue de la conquête, du lobby. Donc par exemple, il y a toujours cet argument que moi j'entends régulièrement dans les cabinets ministériels, voire chez les ministres eux-mêmes et chez un certain nombre de décideurs. Mais regarde Alexandre ce que Intel investit chaque année en R&D. Et donc quand on prend les chiffres et quand on regarde ce que eux ils appellent la R&D, c'est l'ensemble des coûts de la technologie, de l'ingénierie. Et alors on mélange tout. Ce sont autant les coûts de modernisation des usines d'Amazon et donc les coûts de logistique que les coûts à proprement parler des data centers, mais aussi de l'informatique qui rentre dans les data centers. Donc on empile tout ça et on dit voilà, les coûts de R&D c'est X dizaines de milliards. On fait des grands melting pots d'informations qui en réalité qui sont des informations qui devraient être différenciées, en expliquant que naturellement on ne sera pas capable avec les moyens, nous, petits acteurs français, et quand je dis nous, c'est pas que l'Inagora, c'est l'Inagora et tous les autres acteurs de l'écosystème, les Clever Cloud, les Nexedi, les Scaleway, les OVH, en fait tous nos confrères, tous nos collègues d'Alterway, etc. Donc, et il faut que tous ensemble, on soit capable de démontrer ces faux mythes auxquels en fait ils nous ont habitués d'un point de vue com et marketing, parce que ne nous trompons pas, là où ils investissent le plus, c'est dans ce domaine de la com, du marketing, de l'influence. C'est aussi pour ça que nous, il est aussi important qu'on fasse ces petites vidéos avec ton aide, et je t'en remercie Fred, parce que qu'on puisse passer en fait ces messages-là, et qu'on reprenne confiance en nous, et qu'on soit capable d'aller convaincre là où il faut convaincre, dans les lieux en fait de décision, dans les cabinets ministériels, pour dire une autre tech est possible, on en a les moyens. La tech française, la tech européenne, elle n'a pas dit son dernier mot. Il y aura un monde dans 5 ans, il y aura un monde dans 10 ans, il y aura un monde dans 50 ans. Et ce qu'il en sera, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui. Et il ne faut surtout pas perdre nos rêves. Oui, il est possible d'avoir une alternative. Oui, cette troisième voie numérique est possible. Et on est en train de la construire. On l'a construit depuis un quart de siècle. Mais aujourd'hui, elle accélère. Et tous ensemble, on va être capable en fait de répondre à cet enjeu qui est le nôtre, qui est de construire cette troisième voie numérique. Super. Un grand merci Fred, merci Michel. Merci. Et merci à vous.